Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler d'un procès, le procès de l'état de droit, en fait, qui a lieu en ce moment dans vos médias. Et oui, ça y est, on y est, la condamnation en première instance est tombée, mais vous savez, tout ça c'est à cause des juges rouges, c'est un procès politique. De toute façon, tout le monde est contre Marine Le Pen, on veut la faire taire, et c'est sans doute pour ça que dimanche dernier, vous avez pu voir son meeting contre la justice, retransmis sur toutes les chaînes info, ou presque. C'était compliqué comme meeting parce que la condamnation était tombée quelques jours avant, moins d'une semaine, et que pendant cette semaine, rien ne s'était passé comme prévu. D'abord, le 20h de TF1, le soir de la condamnation, incroyable, elle s'est fait recadrer par Gilles Travail qui avait fait son boulot. L'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, deuxième point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. Moi, il m'a impressionné le Gilou. Sur le coup, je me suis vraiment dit que le vent tournait pour la petite mère du peuple. Des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. C'est arrivé à d'autres avant vous, Madame Le Pen. Est-ce que vous vous rendez... Madame Le Pen, arrivé à Hubert Falco, maire de Toulon en 2023. On imagine qu'elle avait connu meilleur lundi, surtout que le jour même, il fallait trouver des éléments de langage pour les troupes, fallait qu'elles tiennent ces troupes, fallait que ces troupes se tiennent, notamment sur les plateaux télé, et c'était compliqué parce que tout le monde était un peu sur les nerfs, il y a eu quelques sorties de route, notamment celle-ci. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le jugement, ce qu'on reproche à Marine Le Pen particulièrement et au Rassemblement national, c'est de pouvoir gagner l'élection présidentielle. Parce que très clairement, la motivation, non, je vais aller au bout parce que c'est important, la motivation de ce jugement, vous fermez-la. Pardon ? Non, s'il vous plaît. Vous fermez-la. C'est ça votre responsabilité. Vous fermez-la. Vous êtes qui, monsieur ? Odoul s'est agacé, il a refusé de s'excuser face à l'avocat Patrick Klugman, et ce, malgré les demandes répétées de Darius Rochebin. Julien Odoul, je vous demande, retirez s'il vous plaît le fermez-là, c'est pas le ton. Non, retirez-le, s'il vous plaît. Non, je ne le retire pas. Si, retirez-le. Non, ça n'est pas. Je ne le retire pas. Vous avez le droit. Non, mais s'il vous plaît. C'est le point qui mène le débat. Vous avez le droit de discuter en des termes très vifs même, mais s'il vous plaît, pour simplement la bonne tenue d'un débat démocratique, retirez le fermez-là. Non, je ne le retire pas. Retirez-le. Je ne le retire pas. Retirez-le. Monsieur insulte en permanence, que ce soit les cadres du Rassemblement national et leurs électeurs depuis très longtemps. Voilà. Et voilà l'argument classique, si vous m'insultez, vous insultez mes 15 milliards d'électeurs. C'est un argument qui revient souvent, ça. C'est un argument qu'on a beaucoup entendu en plateau la veille du jugement de Marine Le Pen. Est-ce que priver Marine Le Pen de présidentielle, ça n'était pas priver de présidentielle ses électeurs ? En tout cas, ça, c'était la ligne du RN et de ses militants. Le sujet de fond, c'est est-ce que des juges peuvent priver les électeurs de leur droit de choisir le futur président de la République. C'est ça le véritable fond du sujet. Sauf que c'était surtout l'avis des militants, justement. Dans le même reportage, le magazine En Société de France 5 nous présentait aussi d'autres profils d'électeurs. Par exemple, il y avait ceux qui étaient contents, et oui, ça existe. Selon les enquêtes d'opinion, ils sont même plutôt majoritaires dans le pays. Les gens sont plus intelligents que vous. Forcément, si on nous met en tôle, ça va être compliqué d'avoir le pouvoir. Vous allez en tôle parce que vous avez fait des choses pas bien. Elle est énervée. Et puis dans ce petit sujet, qui suivait des militants qui tractaient sur les marchés, on pouvait aussi entendre des gens comme cette dame. Pour défendre Marine. Ouais, elle a fait sa connerie. Pour nous, elle a pas fait de conneries en fait. Pour la présidence... Ah non, j'espère pas. On a encore de l'espoir. Parce que j'aurais voté pour elle. Non, attendez, bonne journée. Bonjour monsieur. Elle aurait bien voté pour elle, mais elle va voter pour quelqu'un d'autre. Le Pen avait qu'à pas faire de conneries, elle avait qu'à pas servir dans la caisse. Et oui, les vrais gens ne sont pas aussi marinisés qu'on veut bien nous le faire croire. D'ailleurs, ce sont les journalistes qui s'intoxiquent avec ça et qui nous intoxiquent. Vous savez, nous à Paris, il faut qu'on comprenne les gens de la France périphérique. Vous vous rendez pas compte, mais Marine, pour eux, c'est la Madone. Ils sont comme ça, les gens des territoires. Il faut les respecter. Moi-même, je ne suis pas du tout raciste, je relais juste les aspirations de millions de provinciaux, de simples Français. Et c'est des choses qu'on ne voit pas parce que, encore une fois, quand on habite à Paris, dans certains milieux, on ne connaît pas de gens qui votent Rassemblement national. Ce qui est lié au personnage de Marine Le Pen, d'ailleurs que ses électeurs appellent Marine, qui est très fort. Jordan. Et c'est marrant, c'est devenu une figure récurrente, le journaliste de Paris qui nous dit qu'il faut écouter le bon peuple en région. Alors le but, c'est évidemment de défendre le RN en ayant l'air de pas y toucher. Il s'agit toujours de nous dire qu'il faut qu'on se mette à la place de ces pauvres gens, Ils sont des millions quand même. Ces gens de la France périphérique, un jour ils ont le sentiment de submersion migratoire, et il faut les écouter. Le lendemain, ces gens, ils pourraient avoir le sentiment que la justice est politique et qu'elle leur vole la présidentielle. Après tout, Marine Le Pen est haut dans les sondages. Ils veulent faire des sondages aussi, les juges ? Et si c'était les sondages qui devaient être juges finalement ? C'est ça aussi, écouter les gens, c'est écouter les sondages. Et les sondages, ils disent que les gens veulent Marine Le Pen. Elle est favorite, elle le répète, ses lieutenants le répètent.
plus de 13 millions de voix au deuxième tour de la présidentielle la dernière fois, donné à 34 ou 37 au premier tour. Donc c'est effectivement un choc terrible. Mais ce qui va être assez intéressant, c'est de voir comment on risque d'échapper ou non à une crise politique. Et oui, c'est la stabilité du pays qui inquiétait Nathalie Saint-Cric le 31 mars au soir. Celle-là même qui n'a jamais rien à redire quand le gouvernement, quel qu'il soit, déglingue nos retraites ou détruit notre assurance chômage. Cette Nathalie-là s'est invitée sur le plateau du JT parce que là, elle était inquiète. Et si cette décision judiciaire mettait des gens en colère? Ils y ont pensé, les juges? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas franchement besoin de ça. Dans la situation politique actuelle, je précise que les juges avaient totalement le droit de prendre cette décision, mais qu'on peut se dire simplement qu'ils ont un petit peu eu la main lourde. Ce commentaire a fait réagir le SNJ de France Télé, un syndicat de journalistes qui a publié un communiqué quelques jours plus tard pour alerter et dénoncer les propos de leurs consoeurs. Un éditorial est un exercice journalistique particulier qui est censé refléter l'orientation générale d'un titre de presse. Mais dans les JT de France 2, cela fait bien longtemps que les éditos ne sont plus discutés avec la rédaction. Aujourd'hui largement dévoyé, notamment dans l'audiovisuel, cet exercice est devenu le symbole d'une dérive, celle des chaînes qui privilégient l'opinion à l'information. Et on voit bien ce qu'ils veulent dire. Quel intérêt pour le spectateur de savoir que Nathalie Saint-Cric trouve que les juges ont eu la main lourde? C'est cette phrase qui a particulièrement dérangé le SNJ France Télé, celle sur la main lourde. Cette phrase était de trop. On peut aussi considérer que cet édito était de trop après plusieurs dérapages. Mais l'essentiel n'est pas là. Il n'est jamais trop tard pour s'interroger collectivement sur nos pratiques et nos responsabilités. À l'heure où l'extrême droite est aux portes du pouvoir, où l'état de droit n'est qu'une opinion pour certains, il y a urgence. Et en même temps, on comprend Nathalie Saint-Cric. Comme tous les journalistes politiques, elle est obsédée par la présidentielle, le casting de la présidentielle, les sondages avant la présidentielle. C'est ça qui fait tourner son petit monde, et pas le détail des affaires judiciaires des uns et des autres. Du coup, quand une condamnation vient percuter les pronostics et les récits de ces analystes politiques de haut vol, ils sont perdus, ils sont pas à l'aise. Pourtant, on connaissait la date du jugement, il y avait moyen de se préparer, voire de préparer le public à recevoir et à comprendre ce jugement. Mais LCI, BFM et France 2 s'y étaient pris n'importe comment. Le 30 mars, la veille donc, ces trois chaînes avaient chacune préparé un documentaire sur Marine Le Pen. Pas sur l'affaire des assistants parlementaires, sur Marine Le Pen. Sa carrière, son histoire, ses affaires de famille, sa relation avec Bardella et son rendez-vous avec les Français. Sur LCI, c'était Le Pen, la politique en héritage. Sur BFM TV, c'était Le Pen, Bardella, les secrets d'impact. Et sur France Télé, on a un peu plus parlé du procès, c'est vrai, c'était un peu plus anglais là-dessus. Merci de nous retrouver pour la suite de 13h15 avec cette question politique qui va résonner ce lundi. Marine Le Pen pourrait-elle être dans l'incapacité de se présenter à la présidentielle de 2027 ? La décision de justice sera rendue ce lundi dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires européens pour laquelle elle comparaît. Nous avons suivi plusieurs responsables du RN et notamment son président Jordan Bardella. Quelle est la stratégie de la formation politique qui a bousculé l'échiquier politique ? Mais là aussi, l'angle c'était Marine, Jordan, le parti dans la tourmente. Que vont-ils faire si jamais l'héritière est inéligible ? Rien sur le fond de l'affaire, là non plus. Les spectateurs de France 2 n'apprendront pas grand-chose et forcément, le lendemain, s'ils sont toujours devant France 2 le soir et qu'ils écoutent le journal, ils pourraient être amenés à se dire que c'est quand même brutal une histoire comme celle de Marine Le Pen, si longue, si passionnante, qui se termine comme ça, sur une décision de justice. Vous avez compris la mécanique, hein ? Les médias se réveillent à la fin du procès. Ils n'expliquent pas les enjeux du procès et la seule chose qu'ils commentent, c'est la décision finale, sans rien avoir suivi à ce qui s'est passé pendant des semaines de procès et même des années d'instruction. Évidemment, tout ça nous rappelle une autre affaire que beaucoup ont semblé découvrir à la fin du procès. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy, et là pour lui ces jours-ci c'est aussi le temps des procès. Le plus important des procès de Sarkozy s'est achevé cette semaine. On ne connaît pas encore le jugement qui tombera dans quelques mois, mais on connaît les réquisitions du parquet qui réclament 7 ans d'emprisonnement contre l'ancien président dans l'affaire des présumés financements libyens. 7 ans, c'est-à-dire de la vraie prison, hein, pas juste du bracelet électronique, en plus il en a déjà un. Depuis le temps, vous savez sans doute ce que la justice reproche à Sarkozy dans cette affaire. Elle lui reproche un pacte de corruption avec le régime de Kadhafi, c'est-à-dire d'avoir touché de l'argent libyen pour financer sa campagne présidentielle de 2007. Faut le rappeler parce que c'est quand même énorme, hein. C'est gravissime comme accusation. Et il faut avoir ça en tête pour comprendre les réquisitions du parquet. Écoutez à ce propos ce qu'on pouvait lire dans Le Monde le 27 mars dernier. Au cours des 12 semaines d'audience, c'est un tableau très sombre d'une partie de notre République qui s'est dessiné, a lancé le procureur Sébastien Delatouane en abordant la dernière ligne droite du réquisitoire. S'en prenant à Nicolas Sarkozy, il a dénoncé une quête effrénée de financement pour satisfaire une ambition politique dévorante et prévenu que seule une peine d'emprisonnement et d'amende ferme sera en mesure de protéger la société.
Quand on lit cet article et qu'on prend connaissance de ce qui s'est dit durant ces 12 semaines de procès, c'est vrai qu'on est choqué. En tout cas, le réquisitoire et la peine de 7 ans réclamée par le procureur ont choqué la journaliste Isabelle Saporta qui s'exprimait sur le plateau d'LCI. C'est-à-dire que quand je lis la violence du réquisitoire, moi en tant que Française, en fait je suis choquée en fait. Ça voudrait dire qu'on a, pardonnez-moi de cette trivialité, qu'on a eu une pourriture en fait. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Ils sont en train de nous insulter nous aussi en fait là. Alors pas du tout en fait, ils sont en train de nous protéger en fait. C'est ça que disait le parquet d'ailleurs. En plus, moi j'ai jamais voté pour Sarkozy, donc perso je me sens pas insultée. Et il y a peut-être au contraire des Français qui seraient soulagés de voir Sarkozy aller vraiment en prison, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Ce serait le signe que notre justice fonctionne et que même un ancien président de la République n'est pas au-dessus des lois. Évidemment, personne ne va dire ça sur un plateau d'LCI. En même temps, les pauvres, ils n'ont rien suivi, donc forcément, c'est compliqué tout ça pour eux. Je connais rien de cette affaire, bon, évidemment, mais à aucun moment, j'ai eu la sensation de « Ah oui, d'accord, ça y est, ah oui, là, c'est sûr. » Non. À chaque fois que je regarde, je ne comprends pas. C'est-à-dire, moi, il me faut des preuves. Quand on annonce des millions, mais je veux voir cet argent, je veux voir où il a fini, je veux voir au moins 2-3 billets qui traînent et qui font la preuve qu'il était au courant. Moi je trouve ça étonnant que Philippe Val, un ami de Carla Bruni, ne se soit pas intéressé à une affaire dont on parle depuis 10 ans. Et moi je trouve ça étonnant qu'on lui demande son avis à lui. À quel titre? Sur son bandeau, il y a juste écrit « Ancien directeur de Charlie Hebdo ». Mais aujourd'hui il fait quoi? On sait pas, il est juste là quoi. Mais attendez, il y a eu pire sur LCI. Je sais avec toute la certitude du monde que mon père est innocent. J'ai envie de dire au pays que j'ai jamais été aussi fier d'être son fils. Voilà, le fils de Sarkozy, Louis, 27 ans il a. Alors, lui aussi, on se demande ce qu'il fout là. C'est quoi ce pistonnage? Comment il s'est retrouvé là? Est-ce qu'il y aurait des liens entre Martin Bouygues, le patron de TF1, et la famille Sarkozy? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le parrain de son fils. Mais enfin... De ce fils-là? Mais oui, de ce fils-là. Bon, tout ça pour dire qu'évidemment, c'était pas sur les chaînes du groupe Bouygues qu'il fallait aller si vous vouliez savoir si 7 ans de prison c'était beaucoup ou pas. En fait, il fallait même plutôt éviter d'écouter la télé. En tout cas, c'est ce que nous a conseillé Fabrice Arfi sur le plateau de Backseat. Les journalistes qui, dans l'espace télévisuel, ont majoritairement pris la parole là-dessus, ce sont des éditorialistes politiques qui n'ont pas foutu un orteil au tribunal, qui n'ont pas ouvert une page du dossier, mais qui se sentent gonflés de je ne sais quel orgueil professionnel suffisant pour se dire « Tiens, je vais donner des leçons de maintien à la terre entière, je vais dire ce qu'il faut penser des réquisitions du parquet national financier, et je vais même vous dire que le dossier est vide. » Fabrice Arfi est un journaliste d'enquête et on le sent, il est saoulé par les éditorialistes et les bavardages de plateau télé. Il s'en plaignait déjà quelques semaines plus tôt sur le plateau de C'est Médiatique. Il rappelait un truc simple, le procès Sarkozy, il était public. D'ailleurs, la salle était blindée. Je pense que pour les étudiants en droit ou en journalisme, c'était un procès à ne pas louper. T'en vois pas deux comme ça dans ta vie. Et pourtant, il y avait des absents à ce procès. Il n'y a pas un seul journaliste de la télé, de France 2, de France 3, de TF1, de BFM, de LCI, de CNews qui assiste au procès. Et Fabrice Arfi n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Laurent Valdiguier est journaliste à Marianne et lui aussi, il a déploré le manque d'intérêt de ses confrères pour ces audiences pourtant exceptionnelles. Globalement, ce procès est sous couvert par la presse française. Donc c'est dommage avec le recul que la France entière n'ait pas eu plus de médias susceptibles de leur raconter les épisodes de cette audience. Nicolas Sarkozy, il a un collier d'immunité dans le groupe Bolloré. Ils font tout, cette espèce de machine qui s'est mise en route pour détruire l'ancien président de la République. Un ancien président de la République qui ne représente pas un danger pour les Français va dormir potentiellement en prison, alors que des délinquants, eux, sont pignon sur rue et sont encore sur les points de deal à l'heure où on se parle. Je sens un esprit sans culotte dans ce rituel de vexation qui va de la pose du bracelet électronique au retrait de la Légion d'honneur. Et c'est un scandale. Donc le groupe Bolloré n'est quasiment jamais là, et même le Parisien de Bernard Arnault le couvre assez peu, en pointillé. On a là un début d'explication. Ni Bouygues, ni Arnault, ni Bolloré n'ont tenu à accabler cet ancien chef de l'État avec lequel ils avaient eu de si bonnes relations de travail et plus encore. C'est tout le souci quand on laisse les milliardaires faire main basse sur les médias. Le jour où un de leurs copains a des problèmes, c'est pas leurs chaînes qui vont nous en informer correctement. Et s'il y a bien un président qui était l'ami des milliardaires et qui ne s'en cachait pas, c'était bien Nicolas Sarkozy. Mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que si, pendant 12 semaines, les grands médias nous ont parlé de tout, sauf d'un des procès les plus importants de l'histoire de la Ve République, c'est peut-être parce que les gens s'en foutent de ce procès. Tout simplement.
C'est en tout cas l'hypothèse de l'animatrice d'M6, Karine Le Marchand. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui s'en foutent complètement. Bah oui, mais en même temps, si on leur explique pas. Là-dessus, Mediapart a quand même beaucoup bossé. Ils ont même sorti un film en début d'année qui s'appelle « Personne n'y comprend rien », pour dire qu'en fait, si, on peut très bien comprendre l'affaire des financements libyens, c'est pas si compliqué. Et le film a fait 145 000 entrées. Pour un docu, c'est pas rien, comme l'expliquait sur France Inter le journaliste de Mediapart, Michael Hachdenberg. Parce que partout où on va, on fait salle comble, il y a des salles qui refusent du monde, et on voit une adhésion du public qu'on soupçonnait pas. Il n'y a pas de jugement moral, il n'y a pas de « il faut penser ci, il faut penser ça, il est coupable, il n'est pas coupable ». C'est un film très factuel en fait. Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Qui peut croire à une fable pareille ? Alors ok, il y a peut-être un intérêt des Français, mais peut-être qu'ils n'ont pas non plus envie d'entendre parler du procès tous les soirs au journal de 20h avec un petit sujet et un récap des audiences du jour. C'est peut-être ça que les journalistes se sont dit en conférence de rédaction. Sauf que c'est étrange parce que les rédactions, elles le font pour d'autres procès. Quand c'est des affaires avec des meurtres d'enfants ou des affaires avec des stars par exemple. Ces dernières semaines, tous les soirs, il y avait un point sur le procès de Pardieu. On débriefait les audiences du jour, pourquoi ça n'a pas été fait pour l'affaire Sarkozy. Pendant des mois, des années même, Sarkozy a intimidé les journalistes qui osaient lui poser la moindre question sur l'affaire libyenne. Vous vous souvenez forcément de « quelle indignité ». Mais vous vous souvenez de quelle était la question que Pujadas lui avait posée pour qu'il réponde ça ? On vous la remet, c'était en 2016. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takedine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Mais il a pas engueulé que Pujadas, hein. Il a aussi remis à sa place Routel Krief, pas vraiment sa plus farouche opposante. Les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Mais Pujadas et El Krief se sont calmés depuis. Ils bossent tous les deux chez LCI, c'est-à-dire chez le parrain de son fils. Mais enfin... Là maintenant, quand ils parlent de l'affaire, ils font gaffe. Routel Krief, par exemple, elle connaît l'affaire libyenne depuis des années. Elle a même sans doute un peu bossé le sujet, mais dorénavant, elle nous explique que tout ça, c'est très complexe et qu'on n'y comprend rien. Alors, je vous préviens, c'est une affaire particulièrement complexe, des faits qui remontent à 20 ans, avec une procédure qui date de 13 ans. Et donc, j'essaie d'en retirer 2-3 éléments pour être un peu plus clair. Dans ce procès, Nicolas Sarkozy est allé porter sa défense hors des tribunaux, dans les grands médias particulièrement, surtout ceux de la famille Bouygues donc, qui l'ont toujours bien reçu. À chaque coup dur, Sarkozy pouvait aller crier son indignation aux 20h de TF1, où il a pu s'emporter, évidemment, contre les journalistes de Mediapart. Si ce que je dis est vrai, si c'est un complot, si Mediapart a servi pendant des années de porte-voix, un document reconnu comme faux par la justice, est-ce que ça ne serait pas encore un scandale plus grave ? Et alors là, attention. Si vous avez été épaté par le ton qu'a employé Gilles Boulot face à Marine Le Pen, écoutez la manière dont il va tourner sa prochaine question. Cette fois en face de lui, il n'a pas une députée que la justice a mis hors jeu pour la présidentielle, il a un ancien président, ami avec son patron, Martin Bouygues. Parrain de son fils. Est-ce que vous pensez que les 3 magistrats qui vous ont mis en examen règlent des comptes, qu'ils veuillent, pour dire les choses familièrement, ils veulent se payer Sarkozy ? Parce que, pour des raisons politiques, ou parce que vous feriez un beau trophée, je ne sais pas. Et oui, pendant toutes ces années, le refrain sur les juges rouges qui veulent se payer des politiques de droite, on l'a entendu partout. Avec Sarkozy, avec Chirac, avec Fillon. Évidemment, derrière, quelques années plus tard, Marine Le Pen n'a plus qu'à répéter la même stratégie. D'autant plus que, comme dans l'affaire Sarkozy, les journalistes, là non plus, n'ont pas fait le travail de pédagogie sur l'affaire elle-même. Ce qu'elle a fait, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est banal ? Comme d'habitude, les grands médias se sont contentés d'inviter Fabrice Arfi à la fin en lui demandant de défendre la justice, lui, tout seul, avec ses petits bras, en face d'invités de mauvaise foi et soumis à des questions souvent limites. Et oui, et c'est pas son boulot de défendre les juges en plus. Lui, son boulot, c'est d'enquêter. Est-ce qu'il faudrait que les journalistes invitent un peu plus de juges, tiens ? Je lui ai posé la question. Que devraient faire les juges dans ce cas-là ? Est-ce qu'il faut aussi qu'ils assument qu'ils sont des personnalités publiques et qu'ils se présentent aussi, qu'ils racontent aussi leur travail, qu'ils se visibilisent ? Et c'est vrai qu'il y a
une immense pédagogie, je crois, à faire, y compris de l'institution judiciaire. Il faudrait qu'il y ait des juges à la télé. Moi, je me souviens du juge Alphen. Alors, j'en suis convaincu. Ouais. En fait, je suis convaincu qu'il faut que les magistrats brisent un tabou. Je ne dis pas qu'il faut que les juges enquêteurs, les juges qui jugent, les juges. Je ne dis pas ça parce que ça va créer une sorte de cirque médiatique, mais il y a peut-être un espace à trouver avec des personnes autorisées qui puissent faire la pédagogie tout en respectant la présomption d'innocence, les droits de la défense, mais expliquer ce qu'est le travail de la justice, notamment dans ces affaires dont on nous dit qu'elles sont compliquées. Elles ne le sont pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est compliqué. Quand on dit les gens, ils y comprennent rien. Mais oui, mais si on leur explique pas. Et c'est marrant parce que justement, le dimanche d'après, sur France 5, Émilie Tran Nguyen a choisi d'inviter un juge, justement. Un juge inquiet, Youssef Bader. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été choqué par les commentaires à l'encontre de la justice et des menaces à l'encontre des juges cette semaine. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué ? Si vous voulez, la décision qui a été rendue le 31 mars, tout le monde dans la magistrature s'y attendait un petit peu en termes d'écho. Ce qui est anormal aujourd'hui pour moi, et pour mes collègues j'imagine, c'est qu'une collègue soit placée sous protection policière. En fait, ça c'est juste inadmissible, inadmissible. Moi je me sens solidaire de ma collègue, auquel j'apporte tout mon soutien, que je ne connais pas par ailleurs. J'exerce exactement les mêmes fonctions qu'elle. Mardi dernier, un septuagénaire a été interpellé dans les Hauts-de-Seine. Sur les réseaux sociaux, il avait menacé la juge qui présidait le tribunal qui a condamné Marine Le Pen. Il avait posté une photo de guillotine assortie de ce commentaire. Ce que mérite cette salope. Voilà le climat dans lequel on baigne. Voilà le climat qu'entretient le RN, qui a renoncé à sa stratégie de dédiabolisation. Un climat qui ne semble pas choquer les journalistes plus que ça. Il suffit de voir l'écho qu'ils ont choisi de donner au meeting raté et outrancier place Vauban dimanche dernier. Je veux dire que notre ligne de conduite ne sera jamais celle de la brutalisation, chère à d'autres formations politiques, mais celle pacifique du pasteur Martin Luther King pour les droits civiques des citoyens américains à l'époque, opprimés et privés de droits. Allez, carrément. Martin Luther King. Est-ce que ça a choqué en plateau sur BFM, non? Elle en a retenu quoi, Anna Cabana? On l'a senti touchée. C'est-à-dire qu'elle a partagé son émotion. Elle fait pas ça souvent, Marine Le Pen, d'arriver devant un pupitre et de partager son émotion. En disant, il est impossible pour moi de cacher mon émotion. Voilà, je peux pas cacher mon émotion. Elle a dit merci. Elle était plus vibrante que parfois. C'est caricatural. Les juges sont menacés par un RN soutenu par Orban, Poutine, qui ont mis la justice sous pression dans leurs pays respectifs, précisément en s'en prenant aux juges, mais ce n'est pas ce qu'on retient sur les plateaux, où on préfère parler psychologie. Et pendant ce temps-là, eux, ils peuvent continuer. C'est pas une décision de justice qui empêchera l'immense espoir que représente aujourd'hui notre formation politique et notre mouvement, non seulement de se rapprocher de la victoire, mais de mettre en œuvre les idées qui sont aujourd'hui attendues par des millions de Français. Mais avec quel candidat si ce n'est pas Marine Le Pen ? Mais je sais que c'est la seule question qui vous intéresse. Ah, elle était longue cet après-midi sur BFM TV, moi je vous le dis. Mais vous avez vu, c'est pareil partout, même sur France 2. Le RN peut tout se permettre, ça passe. Mais combien de temps ça va durer ? Gilles Boulot s'est réveillé, on l'a vu. Dimanche dernier, le soir du meeting, c'est Benjamin Duhamel qui n'a pas lâché Marion Maréchal. Sauf que vous allez le voir, il a un secret, attention. Ça veut dire au fond que si c'était à refaire, le Rassemblement national pourrait de nouveau confier au majordome de son leader un contrat d'assistant parlementaire. Ça veut dire qu'il pourrait aussi de nouveau permettre à un membre du parti d'avoir un contrat d'assistant parlementaire, dans le cas d'espèce Julien Audoul, avec une députée européenne qu'il n'avait pas rencontrée. Il y a aucune espèce de mea culpa, à minima d'imprudence, d'ailleurs un mot qu'avait utilisé Louis Alliot à reconnaître. Reprenons l'origine de cette affaire. Vous avez vu? Son secret, c'est qu'il connaît l'affaire et qu'il parle de l'affaire. C'est incroyable. Il se laisse pas embarquer dans l'histoire de la justice politique, de la démocratie exécutée, des Français qui sont choqués. Non, lui, ce qui le choque, c'est l'affaire. Si vous lisez attentivement les arguments avancés par la magistrate. Non mais c'est pas ce dont je vous parle, je vous parle d'un exemple très précis du majordome de Jean-Marie Le Pen qui a été rémunéré comme assistant parlementaire. Et là, il met le doigt sur le fait que le clan Le Pen a fraudé. L'affaire part de là. En plus, regardez, ils s'excusent pas, ils parlent d'autre chose. C'est pour ça qu'ils ont été condamnés, hein. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un risque de récidive. Pour eux, ils ont rien fait de mal, ils ont payé le majordome du vieux avec le pognon de Bruxelles et ils ne regrettent rien. Qu'elle serait faite donc, par un Marion parti Maréchal, qui le majordome de Jean-Marie Le Pen, attendez, s'il vous plaît, le majordome de Jean-Marie Le Pen rémunéré par le Parlement européen comme assistant parlementaire européen, ça ne vous choque pas? Ça n'est pas, une fois de plus, au Parlement européen de décider de la manière dont les collaborateurs doivent travailler pour leurs élus. Eh ben en fait si, et c'est pour ça que Le Pen est condamné en première instance, et vous le savez, et tout le monde devrait savoir qu'on a payé un gars pour beurrer les biscottes du vieux Le Pen avec de l'argent public. Mais pour ça, il faut que les journalistes fassent leur travail, comme Benjamin. Il faut tenir les cadres du RN pour responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent
disent. Leur défense est dangereuse pour l'état de droit, mais en plus elle est intenable, comme le notait la journaliste politique Rachel Gara-Valcarel. Je m'interroge sur la capacité du Rassemblement national à tenir ce discours pendant 2 ans, ce discours victimaire pendant 2 ans. Alors après, je sais bien, j'ai bien en tête les 3 dernières années. Au moins jusqu'à l'été 2026, quand on aura la décision. Et même plus, puisque elle sera pas relaxée en appel. Alors après, j'ai bien en tête que depuis 2022, au moins, tout coule sur Marine Le Pen. Il n'y a rien qui accroche. Il y a parfois eu des fautes de quart. Jamais rien ne lui a été reproché. Même une campagne législative complètement ratée n'est pas reprochée au RN. Mais peut-être que ça peut changer, ça. Vous imaginez si les grands médias se préoccupaient d'autre chose que des guerres de succession ? Si les éditorialistes se montraient aussi impitoyables avec le RN qu'avec les Insoumis ? S'ils s'intéressaient aux affaires et les racontaient correctement ? Après, ce qui est très probable, c'est que s'ils lâchent le clan Le Pen, c'est pour se trouver un autre chouchou. Si le RN est grillé, ils peuvent complètement essayer de nous vendre un Wauquiez ou un Retailleau, ou même un plus jeune, qui aurait les mêmes idées mais pas encore d'affaires au cul. Un qui passe bien dans les médias et qui est un peu mieux installé dans la bourgeoisie française. Tiens d'ailleurs, vous savez qui c'est le parrain de Louis Sarkozy ? Donc voilà, conclusion de la conclusion, on a besoin d'enquêtes faites par les journalistes, mais on a aussi besoin que les autres journalistes relaient ces enquêtes, expliquent ces enquêtes, qu'est-ce qui est reproché à ces politiques, plutôt que de prendre les arguments de ces politiques et se dire que tout est un débat, alors on peut y aller, voilà, c'est ça notre conclusion. Et nous on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission, et en attendant, n'hésitez pas à soutenir la presse et à soutenir Blas si vous le pouvez.